Yo les petits potes, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va très bien. Aujourd'hui je vous présente 2 threads d'horreur, il y a trop de trucs en ce moment à raconter. Il y a même une autre vidéo que j'ai envie de faire de fou là. N'hésitez pas à deviner le thème de la prochaine vidéo que j'aimerais bien faire là. Très intéressante, genre je ferai 3 vidéos sur le même thème et j'ai vraiment envie de les faire. Et effectivement il y a trop d'histoires en ce moment, je suis trop content. Donc le petit discours habituel, vous le connaissez, si vous n'êtes pas abonné et que vous kiffez, vous pouvez vous abonner, comme ça vous ne louperez pas les prochaines vidéos. Et pour tout le monde, le petit pouce bleu, on le connaît, ça fait plaisir, bah oui. Allez, plus de blabla, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Arthur. Il nous dit que ça s'est passé il y a quelques années et il y pense encore de temps en temps. Faut savoir qu'il a été scout pendant très longtemps et que son histoire se déroule durant l'un de ses camps de scouts. Afin de ne pas perdre tout le monde, il tient à préciser certains termes plus techniques. Une patrouille rassemble 6 à 7 scouts qui sont dirigés par un chef de patrouille. Et plusieurs, en général 4 patrouilles, vont constituer une troupe. De plus, les troupes possèdent des chefs entre 2 et 4 qui dirigent toutes les patrouilles. La partie technique étant terminée, l'histoire peut commencer. Ils ont établi leur campement dans le domaine d'un château. Et la petite anecdote, c'est qu'il s'agit du château qui a inspiré Charles Perrault pour l'histoire de La Belle au Bois dormant. À l'époque, il était chef de patrouille et il devait superviser l'installation de sa patrouille. La sienne s'appelait Renard. Et ils ont dû s'éloigner des autres patrouilles car le château était entouré de ronces et ils n'avaient pas assez d'espace pour monter leur camp. Il faut savoir qu'ils doivent installer tout leur lieu de vie, c'est-à-dire qu'ils doivent poser une table, des bancs, une tente surélevée, etc. Le lieu qu'ils avaient trouvé était situé à la lisière d'une route de campagne, en terre qui passait au milieu des bois et donc loin des autres patrouilles. Tous les matins, le chef de la patrouille doit réveiller sa patrouille, mais ce matin-là, son réveil n'a pas sonné et il n'a pas pu réveiller les scouts qui étaient à sa charge. Normalement, la tradition veut que les autres patrouilles viennent les réveiller gentiment, mais cette fois-là, les autres patrouilles se sont réservé le droit de tout casser. Surtout qu'ils y étaient pas allés de main morte. Pour vous dire, ils se sont tous fait réveiller par des explosions de pétards lancées à côté de leur tente. Et quand ils sont sortis, ils ont constaté qu'il n'y avait plus rien qui tenait debout. Évidemment, Arthur il était foudrage et il est parti immédiatement engueuler les autres chefs de patrouille. Mais il apprend que les uniques responsables de la visite matinale sont les scouts de la patrouille du loup. Une fois le soir venu et une fois que tous les scouts sont partis se coucher, il s'explique sur ce qui s'est passé le matin. À cause de ça, il rentre plus tard que prévu dans son campement et en rentrant, il entend des bruits dans les fourrés. Ce sont des bruits conséquents, mais il voulait pas se prendre la tête, alors il s'est dit que c'était des lapins. En vrai, il se dit que c'est sûrement un animal sauvage qui est attiré par l'odeur de la nourriture du camp. Il va se coucher et à peine il a éteint sa lampe qu'il entend le plus jeune de sa patrouille se plaindre d'entendre du mouvement dehors. Le plus jeune, il est de l'autre côté de la tente, près de la sortie. Arthur, il est épuisé et il dit que ça doit être un animal. Il essaye de se rendormir, mais après 3 secondes de silence, le plus jeune crie comme un malade. Le cri était assez terrifiant à entendre, alors Arthur se lève en panique. Il demande au plus jeune ce qu'il a vu et il lui répond « J'ai sorti ma tête de la tente avec ma lampe et elle s'est reflétée sur les lunettes de quelqu'un. » Arthur sort immédiatement de la tente et il constate qu'il n'y a pas un inconnu, mais plusieurs. Ils les entendent se déplacer en courant et voient seulement les ombres et les bruits de déplacement. Tous les patrouilleurs sortent avec leurs lampes mais personne n'arrive à les apercevoir clairement car ils se déplacent trop rapidement. La vitesse avec laquelle ils se déplaçaient était stupéfiante. Mais ce qui l'a le plus affolé, c'est de constater qu'ils se rapprochaient de la tente. Dans un premier temps, Arthur il a cru qu'il s'agissait de la patrouille du loup qui revenait pour continuer de détruire leur campement. Du coup, il donne l'ordre à sa patrouille de se tenir autour de la tente pour la protéger pendant qu'il court vers les ombres avec une hache. Il était réellement dans une rage folle.
Il était énervé que le chef de la patrouille du loup lui ait fait ses excuses et revienne saccager leur campement juste après. Il continue de brandir sa hache en hurlant pour impressionner et dès qu'il entend un bruit, il fonce dessus. Il nous dit qu'il n'avait pas du tout l'intention de planter les inconnus parce que pour lui c'était des petits scouts. Mais il comprenait pas pourquoi il continuait de se cacher car il criait qu'il les avait reconnus. Il criait les noms des scouts et il comprenait pas pourquoi ils arrêtaient pas. À un moment, il repère une ombre et il lui court après. Mais elle court tellement vite qu'elle s'échappe. Il n'en revient pas, ils sont d'une rapidité et d'une discrétion absolue. Il décide d'aller rendre visite au camp du loup pour apprendre l'identité des scouts qui en sont à l'origine. Il laisse donc ces petits jeunes avec l'ordre de ne pas laisser la tente. Les deux seules personnes à posséder des lunettes dans leur troupe sont un des chefs, un ami d'Arthur donc très peu probable, et le chef de la patrouille du loup. Il se rend au camp de la patrouille du loup de l'autre côté de la forêt pour être sûr. Et là, il réalise que toute leur patrouille est présente et que tout le monde dort. Arthur court alors vers le lieu de camp des chefs de troupe et ils sont tous là. Il devient tout blanc, il vient de laisser ses petits scouts avec des inconnus dont il ne connaissait pas les intentions. Dès qu'il réalise son erreur, il se met à courir comme un fou vers sa tente. Il s'en veut tellement d'avoir abandonné ses petits patrouilleurs. Quand il les retrouve, ils sont effrayés. Surtout son plus jeune qui est recroquevillé en tenant sa hachette comme un doudou. Les inconnus sont toujours là, dans la forêt, et sont restés à rôder autour de la tente. Pour le reste de la nuit, ils ont continué à entendre des bruits comme ça pendant au moins 1 heure. Il a refusé que ses patrouilleurs s'avancent au-delà de la tente. Il a essayé pendant cette heure-ci de voir sur le chemin de terre s'il y avait une voiture. Il a même essayé de se cacher autour de la tente sans lumière pour essayer d'en attraper un. Mais il ne trouve rien. Et il n'arrive toujours pas à les approcher car ils se cachent trop bien et se déplacent trop vite. Ils se sont couchés à 3h du matin car ça faisait 45 minutes qu'ils n'entendaient plus rien. Mais Arthur est resté en alerte encore un moment au cas où. Le lendemain, il a interrogé toute la troupe mais rien. Personne n'a rien vu. Personne n'a rien entendu et ils lui jurent tous qu'ils ne se sont pas approchés de son campement de toute la nuit. Aujourd'hui encore, il ne sait toujours pas de qui il s'agissait, ni de leur intention, ni d'où ils venaient. Il est encore surpris par leur habileté à se cacher et il pense qu'ils étaient vêtus de tenues de camouflage ou sombres, car il n'arrivait même pas à les apercevoir. Ils ne se sont jamais adressé la parole, ils n'ont jamais crié, ils avaient l'air entraînés et sportifs, loin d'être de jeunes adolescents turbulents qui veulent simplement faire peur à une jeune troupe de scouts. Voilà, cette histoire est maintenant finie. Elle est vachement sympathique. Au début, Arthur il pense juste que c'est un petit bizutage. Mais au final, est-ce qu'on n'est pas sur du paranormal carrément? Ou des animaux, genre des loups, etc. Parce que sinon, c'est vachement terrifiant en fait. Qu'est-ce qu'il voulait ce groupe d'individus à rôder autour d'un camp de scouts? On passe de suite à la seconde histoire. Bonjour, je m'appelle Ryan. Mon histoire date d'il y a plusieurs années. Au moment des faits, j'étais encore au début de ma vingtaine. Lorsque les faits se sont déroulés, je venais d'avoir 22 ans. C'était la première fois que je vivais seul. Le fait est que je n'ai jamais vécu seul auparavant s'explique simplement par le fait que j'étudiais dans ma ville natale, petite ville de province, où pour économiser un maximum d'argent, je vivais encore chez ma mère. Arrivé en 4e année de mon école, j'ai trouvé un stage de marketing dans une ville un peu plus loin du domicile familial. 2 options s'offraient à moi. La première, la moins pratique, était de rester vivre chez ma mère mais de faire le trajet. 1h30 aller, 1h30 retour, tous les jours, ce qui pour moi représentait un budget conséquent, sachant que la durée de mon stage était de 5 mois. La deuxième, plus pratique, était de me trouver un logement près de mon entreprise afin d'éviter l'accumulation de fatigue que causerait la première option mais en y mettant le prix pour le loyer. J'ai toujours vécu avec ma mère depuis tout petit et la deuxième option était, autant pour elle que pour moi, une décision pas simple en ce qui concerne notre changement de mode de vie. À l'époque, je n'avais pas encore de copine et n'avais encore jamais habité seul. Je craignais de partir et d'avoir du mal à me socialiser avec de nouvelles personnes. Ah oui, je n'avais pas beaucoup d'amis dû principalement à mon caractère bien trempé.
En effet, durant toutes mes années lycée et mes premières années en école de commerce, j'ai rencontré du monde, mais au final des années, je me suis rendu compte que mon groupe de connaissances était assez basé sur le paraître et le côté faux cul. Voilà comment je me suis retrouvé petit à petit écarté de mon groupe de potes, ce qui m'a permis par ailleurs de passer plus de temps avec ma mère. J'ai commencé une dépression qui a duré 2 longues années. Comme je m'étais senti trahi après avoir donné ma confiance auprès de mes amis, je n'osais plus rencontrer de personnes à tel point que je m'enfermais chez moi. Pour revenir à ce stage, n'ayant pas trouvé plus proche, je devais prendre une décision. L'été passant, j'ai cogité longtemps avant de prendre une décision. J'ai pris conscience que si je ne changeais rien, ma dépression allait empirer. Vivre seul, ailleurs, loin de chez ma mère, était en quelque sorte le meilleur moyen de commencer une nouvelle vie, bien que cela ne soit que pour 5 mois. Je le voyais comme une sorte de cure de désintox. Ma mère et moi avions convenu que je reviendrais le week-end dans un premier temps. Un des ex-copains de ma mère m'a loué une petite maison. La maison était un peu comme les maisons américaines avec une terrasse d'entrée. On pouvait monter le perron et avoir un espace d'une demi-douzaine de mètres carrés pour installer une table et des chaises pour pique-niquer, se poser, chiller, etc. Le fait que le propriétaire connaissait ma mère m'a aussi rassuré sur ma première prise de logement. Bien que j'avais visité la maison fin août, je craignais toujours autant la solitude lorsque j'arriverais début septembre. Petit bond dans le temps, début septembre. Je m'installe tranquillement dans la maison. La première semaine était la plus difficile. J'allais au travail le matin et rentrais le soir dans une grande maison avec 2 chambres. N'ayant pas pu ramener toutes mes affaires, les bruits dans la maison résonnaient. J'ai pris la décision d'adopter un chat et de finir l'ameublement de la maison. Ça me permettait de m'occuper l'esprit et mon petit Kiwi allait me tenir compagnie, afin de m'aider à ne pas retomber dans les entrailles de la solitude et de ma dépression. C'est à partir de ce moment que l'histoire devient intéressante. C'est durant la 2e semaine que j'ai rencontré Simon. Simon habitait la maison d'à côté, il avait remarqué que j'étais nouveau dans le quartier. En effet, le dimanche de la première semaine, j'avais loué une camionnette pour finaliser mon aménagement. C'était assez difficile de ne pas remarquer. Il avait la trentaine, mesurait une demi-tête de plus que moi et était assez imposant. Il en imposait, mais son côté épais et son visage lui donnaient un air gentil. Il devait bien peser 90-95 kilos. Bien qu'il m'inspirait confiance, je n'étais pas encore prêt à rencontrer du monde ou du moins à faire rentrer des personnes dans ma vie. Je l'ai revu un jeudi soir. Je me rappelle m'être dit qu'il ne restait plus qu'1 jour avant le week-end. C'est d'ailleurs comme ça qu'il m'a abordé. Après m'avoir parlé de mon déménagement, il était content de voir qu'un des voisins du quartier était un jeune d'approximativement son âge. Il m'a demandé si je voulais passer boire une bière fraîche le week-end. J'ai refusé gentiment, lui expliquant que j'avais d'autres choses de prévues et que j'allais retourner voir ma mère. Pour la faire court, je lui ai dit que je ne pouvais pas ce week-end, mais qu'à l'occasion ce serait avec plaisir. Ce à quoi il ne manquerait pas de s'en souvenir. J'ai donc passé le week-end chez ma mère avec mon chat Kiwi et je suis retourné dimanche soir à la maison. Quand je suis rentré le dimanche soir, il était 22h passées, mais quelle surprise de voir que sur le perron, il y avait une bière fraîche posée et un petit mot où était écrit « Si tu en veux d'autres, tu sais où me trouver, Simon ». J'étais assez surpris mais principalement en bien. C'était la preuve pour moi qu'il était quelqu'un de parole, ce que je reprochais à certains de mes anciens amis. C'est tout naturellement que j'ai pris Simon pour quelqu'un de sincère et de parole. La bière était bonne et fraîche d'ailleurs. Pour le remercier, j'ai écrit un mot que j'ai déposé sur son perron le lendemain avant de partir au boulot. La 2e fois que je l'ai croisé, c'était encore le jeudi qui suivait. Comme je venais d'avoir Kiwi et que celui-ci n'était encore qu'un chaton, on m'avait conseillé de le laisser une dizaine de jours dans la maison avant de le sortir. Le premier soir où j'ai décidé de me promener avec Kiwi dans le quartier pour que celui-ci s'accommode à l'environnement, j'ai croisé Simon en revenant. J'étais à une dizaine de mètres de ma maison quand nous nous sommes croisés. Je l'ai remercié pour la bière tout en plaisantant que j'aurais préféré une Fischer. On a tout de suite sympathisé sans pour autant trop échanger, nous étions tous deux pressés. Je tenais Kiwi dans les bras et je me souviens juste que nous avions parlé du quartier, de la fin de l'été et des chats.
Il m'a dit de bien faire attention à mon chat, que souvent dans le quartier il y avait des avis de disparition d'animaux de compagnie. C'est effectivement ce que j'avais pu remarquer en faisant le tour du quartier quelques minutes plus tôt avec Kiwi. Mais je m'étais pas arrêté dessus pour autant. Des chats qui se perdent, ça arrive partout et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais pris la précaution de le garder une dizaine de jours dans la maison pour qu'il s'acclimate un maximum à son environnement pour éviter toute disparition. Le lendemain soir, j'ai repris la voiture et je suis allé chez ma mère et en revenant le dimanche, rebelote. Une bière bien fraîche sur le perron et cette fois-ci, c'était une Fischer. Sans mots, mais je savais bien de qui elle venait. J'ai passé la semaine à sortir tous les matins et les soirs une vingtaine de minutes avec Kiwi pour qu'il s'acclimate davantage au quartier. Comme j'étais à ses côtés, il ne risquait pas de s'enfuir cette petite fripouille. Du moins, s'il en avait l'envie, il ne m'en a pas donné l'impression. C'est comme ça que j'ai croisé plusieurs fois Simon, on s'arrêtait souvent et discutait un peu. Ce mec-là était un ange. Je ne m'étais pas senti aussi bien avec quelqu'un depuis 2 ans. Je ne le considérais pas comme un ami, mais j'avais le sentiment que c'était quelqu'un de vrai. Plus le temps passait et plus j'avais confiance en ce mec. Kiwi l'aimait bien, il aimait les animaux mais n'en avait pas. À force de se croiser, j'ai appris à le connaître et il m'a dit que c'était un ancien carreleur. Il était au chômage depuis quelques mois et était en train de monter sa petite affaire solo. C'est le terme qui m'a le plus marqué. Encore aujourd'hui, quand je repense à lui, il y a cette phrase qui résonne dans mon crâne. Ma petite affaire solo. Les semaines qui ont suivi, je pouvais laisser sortir Kiwi seul et il revenait à la maison. Je continuais de travailler et de rentrer le soir. Comme j'avais 2 chambres, je m'étais aménagé un bureau dans l'une et une chambre à coucher dans l'autre. Il m'arrivait par moments de travailler à la maison. Mon employeur me laissait 1 à 2 jours de télétravail par semaine à partir d'octobre. Je passais la plupart de ces jours dans mon bureau qui donnait directement sur la maison de Simon. Il m'arrivait souvent de voir du monde dans sa maison les jours de télétravail, mais je ne le voyais jamais. Lorsque je le croisais, il me disait que c'était normal. C'était la maison de son père et que celui-ci comptait la vendre d'ici la fin de l'année. Ce qui expliquait pourquoi la journée, lorsqu'il était à son travail pas déclaré ou qu'il était sur sa petite affaire solo, il n'était pas là. Le dernier week-end d'octobre, le propriétaire est venu récupérer le loyer juste avant que je parte chez ma mère. Je payais en espèces, c'était un arrangement que l'on avait trouvé entre nous. On avait convenu que si je craquais et que je décidais de revenir vivre chez ma mère, il n'y aurait pas de préavis. Le soir où il est venu, j'étais particulièrement content. Cela faisait quelques semaines qu'au boulot j'avais sympathisé avec une fille en apprentissage dans la même boîte que moi. Tout comme Simon, je la trouvais sincère. Bien que nous ayons tous deux des forts caractères, nous nous sommes très bien entendus. Petite anecdote, un soir que je croisais Simon, nous avions discuté un peu sur les filles. Bien que j'étais encore un peu dans ma phase de solitude, il avait su trouver les mots justes pour me pousser à m'ouvrir un peu plus aux gens. Après tout, il avait raison. Ce n'était pas parce que j'avais pu être déçu dans ma jeunesse que je le serais forcément pour toute relation dans l'avenir. Mais reprenons. Je disais que j'étais particulièrement heureux, ce que mon proprio a su remarquer. Il se doutait que je comptais faire les 5 mois chez lui et que je n'allais pas revenir chez ma mère. C'est alors qu'il m'a dit de bien faire attention à Kiwi pour ne pas enlever la gaieté de mon visage. En effet, la disparition de chats dans le quartier devenait de plus en plus fréquent. 4-5 chats avaient disparu ce mois-ci, mais Kiwi revenait toujours à la maison et j'avais d'autres choses à penser. J'ai oublié de le dire, mais quasi tout le temps, lorsque je rentrais le dimanche soir, une bière m'attendait sur le perron avec un mot sympa de Simon. Les semaines s'enchaînaient et je voyais toujours autant de gens venir chez lui sans jamais le voir. En parallèle, j'ai commencé une relation avec ma copine. Elle habitait un appartement pas très loin du boulot. Un soir de novembre, un mercredi où je travaillais en télétravail, on avait convenu de se voir chez elle et que je dorme là-bas. J'avais accepté, cependant Kiwi n'était pas revenu de la journée. Je l'avais sorti le mardi soir et il avait passé la nuit dehors et généralement le matin, il attendait sur le perron que j'ouvre la porte. Mais ce mercredi-là, il n'était pas venu. Je ne m'étais pas inquiété pensant qu'il reviendrait dans la journée. Le plus important était qu'il dorme à la maison pendant que j'irais chez ma copine. La journée est passée et Kiwi ne revenait toujours pas. Il était 17h quand j'ai décidé de le chercher dans le quartier. Je l'appelais en criant son prénom. Après 45 minutes de recherche en vain,
j'ai décidé de rentrer à la maison pour annuler ma soirée avec ma copine. Je n'avais pas la tête à ça. Mais juste avant de rentrer, je me suis dit que je ferais bien de prévenir Simon. Kiwi l'aimait bien et il m'était arrivé de voir Simon caresser Kiwi le soir lorsque je laissais le chat sortir et que Simon rentrait. J'ai toqué à sa porte et il est venu m'ouvrir, bien qu'il fallut une bonne minute pour venir. Lorsqu'il m'ouvra la porte, il avait des gants en latex noir sur lesquels était taché du rouge sombre, marron séché. Dans sa main droite, il avait un marteau. Il transpirait et avait l'air d'avoir été dérangé. Lorsqu'il m'a vu, il était tout autant surpris que moi. Instinctivement, il m'a fait rentrer chez lui. C'était la première fois que je rentrais dans sa maison. Bizarrement, tout était vide. La cuisine était vide, une des deux chambres était fermée tout comme le salon. Dans sa deuxième chambre qui était restée ouverte, de là où j'étais, je ne pouvais voir qu'un matelas posé à même le sol. Ce qui était étrange, c'était que lorsque nous parlions, j'entendais ce même écho que lorsque j'étais arrivé début septembre dans ma maison qui n'était pas meublée. Lui était là depuis plus longtemps que moi et pourtant c'était vide. Il a sorti une bière d'un pack qui était posé sur le comptoir de la cuisine et il a tout de suite monopolisé la parole. Je le sentais nerveux et fatigué. Il ne m'a même pas demandé pourquoi j'étais venu chez lui. Il a parlé de sa petite affaire solo qui n'avait pas l'air de bien marcher, de son état de fatigue qui ne faisait que de s'aggraver de jour en jour. Il n'arrêtait pas de me regarder dans les yeux comme s'il voulait voir si j'acquiesçais ce qu'il me disait. À un moment donné, j'ai mis ma main sur son épaule et je lui ai dit que j'étais venu parce que j'avais un rendez-vous avec ma copine ce soir. Pendant que je parlais de ma copine, j'ai entendu des griffures sur la porte de la chambre fermée. C'était difficile de ne pas l'entendre avec l'écho et le vide de la maison. Simon a remarqué que je regardais sa chambre fermée. Je lui ai avoué que Kiwi n'était pas revenu à la maison depuis hier soir, ce qui n'était pas son habitude. Il y a eu un petit blanc et mon téléphone s'est mis à vibrer. C'était ma copine qui m'appelait. J'ai décroché et j'ai fait signe à Simon que j'allais sur le perron répondre à l'appel. Je ne l'avais pas encore informé que je risquais de ne pas venir ce soir si Kiwi ne rentrait pas. Ma copine m'appelait pour savoir si j'étais déjà parti et si je pouvais m'arrêter, acheter de la farine pour que l'on puisse faire un gâteau. J'ai volontairement laissé la porte ouverte pour que Simon puisse entendre ce que je disais. J'ai répondu « Je suis avec Simon, mon voisin, tu sais le mec dont je t'ai parlé, t'inquiète pas, je pars bientôt, je règle un truc et j'arrive. Au pire, tu sais où je suis, c'est au 45 rue Voltaire. Si je suis pas là dans une demi-heure, c'est qu'il y a un problème. Je te rappelle, je suis avec Simon, bisous à toutes. » Quand je suis rentré dans la maison, Simon tenait Kiwi dans les bras. Il était terrorisé. Les poils hérissés, il avait peur de Simon. Je n'avais jamais vu ça. Lui qui s'entendait d'habitude si bien avec. Simon m'a dit qu'il l'avait trouvé hier dans la nuit grattant à sa porte et donc qu'il lui avait ouvert. Il a essayé de justifier son état en expliquant qu'il était en train de faire des travaux pour sa petite affaire solo dans le salon et que le bruit des travaux avait dû lui faire peur. C'était d'une incohérence totale. Je n'ai même pas cherché à comprendre. J'ai repris Kiwi et j'ai remercié Simon pour la bière et pour avoir gardé Kiwi. Je suis parti dans ma voiture pour rejoindre ma copine avec mon chat. Après ça, je n'ai plus jamais revu Simon. J'ai tout raconté à ma copine, elle n'en croyait pas un mot. Pendant les 2 semaines qui suivaient, j'ai passé beaucoup de temps chez elle et lorsque je rentrais chez moi, je ne voyais plus Simon. J'ai décidé d'acheter une laisse pour chat pour Kiwi le temps que je sois sûr qu'il ne me refasse pas une fugue nocturne. Je continuais de voir du monde dans la maison de Simon sans pour autant le voir. Alors un jour que j'étais en télétravail, j'ai décidé d'aller voir l'homme que je prenais pour le père de Simon, pour lui demander des nouvelles de son fils. L'homme en question, que je voyais souvent depuis mon bureau, m'a dit qu'il n'y avait personne dans cette maison depuis plus de 6 mois et qu'il n'avait aucun enfant. L'homme m'a expliqué que c'était bel et bien sa maison et qu'il avait fait réaliser des travaux d'aménagement il y a de ça quelques mois et qu'il est possible que j'ai pu croiser un ouvrier qui venait faire son travail. Je lui ai donc raconté toute mon histoire en lui décrivant Simon physiquement. C'est alors qu'il m'expliqua que la description de l'homme collait parfaitement avec un artisan qui serait venu faire du carrelage il y a de ça plusieurs mois. Le propriétaire n'était pas satisfait du travail et aurait alors contacté l'entreprise de carrelage pour faire part de son mécontentement.
Le patron lui a alors révélé que plusieurs clients s'étaient déjà plaints de Simon pour son manque de professionnalisme. Le propriétaire de la maison m'a dit qu'il allait faire changer les serrures pour que cela ne se reproduise plus. Quelques semaines avant Noël, Simon a été arrêté quelques kilomètres plus loin dans un village voisin pour avoir essayé d'enlever un chien en pleine nuit. La police a révélé plus tard que Simon était atteint d'un trouble de la personnalité et que c'était un psychopathe qui trouvait du plaisir malsain dans la torture d'animaux. On a retrouvé dans son camion des queues de chat empaillées qu'il gardait comme trophée. Encore aujourd'hui, il m'arrive de me poser la question de ce qui serait advenu de moi si ma copine avait eu de la farine chez elle. J'ai fini mon stage et je suis retourné chez ma mère. Aujourd'hui, je raconte mon histoire avec quelques années en plus. Je suis toujours avec ma copine et cette fripouille de kiwi. Nous ne travaillons plus dans la même entreprise, mais vivons dans le même appartement. Voilà, cette histoire elle est maintenant finie. Simon il jouait vachement bien son jeu depuis le début quand même. Le mec il arrive à lui faire croire quand même qu'il habitait là-bas et tout. Bien sûr, on parlera pas de sa torture d'animaux, c'est complètement dégueulasse. On fait des petits bisous à vos petits loulous. Bah du coup, faites attention à vos chats et vos chiens, apparemment c'est pas si sûr dehors. Sur ce les petits potes, si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner pour ne louper aucune autre vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Tchuss! I just want to play a game with you. Hey, don't you run away. Please stay. Stay with me. If you don't come play with me, then we will kill you.